cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé Kalavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous sur la route nouvelle saison. C'est le premier numéro de cette année. Le sujet de ce soir, nous parlerons des effets néfastes de la consommation des produits psychotropes sur la santé mentale, l'une des causes des accidents de la route. Et donc, comme invité, nous avons reçu pour vous André Alironou. Il aura le temps de mieux se présenter. Et pour conduire cette émission, ce soir, je suis avec Francis Farami. Francis, bonsoir. Bonsoir Quentin. Vous allez bien? Je vais très bien chez vous. Alors, Francis Farami, l'invité est à vous. Alors, bonjour André Alironou, comment vous allez? Bonsoir Francis, bonsoir Quentin. Bonsoir Monsieur André. Je vais très bien. Alors, dites-nous, qui est André Alironou? André Alironou est psychologue clinicien, directeur exécutif de l'ONG SEC International d'Action pour le Développement Intégré, qu'on appelle CIADI. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'un psychologue? Que fait un psychologue? Le psychologue intervient de façon, je vais dire de façon ramassée dans le quotidien d'un individu, mais sur la santé mentale. Donc, c'est plus dans la santé mentale, c'est pas seulement quand il y a un problème de santé mentale, mais tout le long de la vie de l'individu. D'accord, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous parlons de la consommation des produits psychotropes. En tant que psychologue, comment pouvez-vous définir un produit psychotrope? Un produit psychotrope, voilà. Donc, ces produits psychotropes, hein, attendez par là, tout produit comprend qui donne un effet, j'ai envie de dire, comment je dis, ce produit-là qui vous booste en quelque sorte. Ça donne de l'énergie ou... Bon, ça dépend de l'individu. Certains vont prendre, ils vont être totalement inhibés, ils vont pas avoir de l'énergie pour agir, mais d'autres vont le prendre et ça va décupler un peu leur manière de réaction. Ça va plus ou moins leur donner une énergie un peu, entre guillemets, sauvage. Juste, j'ai envie de dire, c'est tous ces produits que communément on appelle drogue qui viennent changer, modifier notre comportement normal. D'accord. Alors, avant Francis Farami, avant de vous demander les conséquences de ces produits-là sur la santé mentale, eh bien, quand on parle de santé mentale, ça fait référence à quoi? C'est l'ensemble de tout ce que l'individu met dans son quotidien pour son épanouissement émotionnel, psychologique, mais aussi social. Ce qui lui permet d'être équilibré, de s'épanouir, d'être en sécurité, de ne pas être un danger pour lui-même ni pour son environnement. Donc, tout ça mis ensemble, ce qui permet à l'individu d'être équilibré, de s'épanouir et de favoriser le développement, son propre développement, mais aussi le développement de son environnement. C'est tout ça qu'on met dans une bonne santé mentale. Alors, on va poursuivre et vous venez de définir ce que c'est qu'un produit psychotrope. Quelles sont donc les conséquences de ces produits-là sur la santé mentale? Bon, il faut dire que l'usage de ces produits de façon générale et dans la plupart des temps, c'est pour pouvoir combler un manque. Et surtout, quand on prend ces produits, c'est qu'en état normal, on ne s'estime pas ayant assez d'énergie pour pouvoir réagir comme il se doit. Donc, en prenant ces produits, c'est comme si ça vient inhiber notre raison, notre libre arbitre.
Et donc, on pourrait faire des choses qui pourraient être endossées par le produit. Un exemple? Bon, je consomme ou un jeune consomme un produit, un excitant pour pouvoir affronter son père, qui en temps normal, il ne peut pas dire non, il ne peut pas oser lui tenir tête. Il va aller consommer un produit quand le père va vouloir intimer sa rigueur ou donner un ordre, il va dire non. Un jeune peut prendre un produit, voyez, en état normal, il sait que quand je roule à telle vitesse, il se peut que j'ai un accident. Donc, la raison, le libre arbitre va le ramener à dire attention, danger pour ta vie. Mais quand il prend le produit, le libre arbitre est inhibé. Il va rouler encore et encore comme s'il était seul sur la route. D'accord, parlons de route. Vous pratiquez également nos routes. Alors dites-nous, quelles sont les conséquences, nous parlons toujours de conséquences, quelles sont les pratiques que vous voyez souvent sur la route? Est-ce que vous en voyez souvent des gens en prendre? Parce que c'est bien beau d'en parler ici, mais est-ce que vous, en tant que psychologue professionnel, vous êtes usagé tout comme tout le monde? Oui, voilà. Je suis usagé, on voit le comportement des gens sur la route, mais je ne sais pas ce qu'ils ont consommé avant d'être là. Et il faut aussi dire que la consommation est nécessaire quand vous aviez un souci derrière. Lorsqu'il y a un problème derrière, personne ne se lève du jour au lendemain pour dire « je vais consommer un produit ». Et entre autres produits psychotropes qu'on va citer, il y a aussi la cigarette, il y a l'alcool. On peut mettre tout ça là-dedans. Et donc, oui, aujourd'hui, on le sait, ceux qui en ont fait un métier, qui sont permanemment sur nos routes, ce qu'on appelle communément ZEM, ce n'est pas eux tous, mais il y en a parmi qui se dopent pour pouvoir tenir. Il y a des conducteurs de topa-topa, ils se dopent pour pouvoir tenir parce que peut-être ils estiment qu'ils ont un objectif à atteindre en termes matériels, en termes financiers dans la journée. Donc, il faut faire plus d'efforts que l'organisme ne peut supporter. Et pour ça, il faut accompagner l'organisme en prenant un produit dopant. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai dit, le produit viendra inhiber un peu, j'ai envie de dire, la circulation normale du flux émotionnel. Donc, vous n'êtes plus, vous n'avez plus exactement le libre arbitre, vous ne pouvez pas juger l'exactitude de vos actes. Quelque part, vous appartenez au produit dans vos comportements. En gros, est-ce que cela signifie qu'on perd une partie de sa raison? Oui. Bon, je ne sais pas si on a le temps, mais en fait, vous voyez, la biologie nous enseigne qu'il y a quelque part quelque chose qu'on appelle dans le cerveau pour transmettre les informations, les synapses. Et l'information se passe d'un nœud à un autre nœud. Quand vous prenez un produit psychotrope, je cherche des mots les plus simples pour que le téléspectateur qui n'est pas allé à ce niveau puisse comprendre. Quand vous prenez donc un produit psychotrope, il vient se loger entre les deux nœuds. Donc l'information, l'influx que votre organisme transmet de façon normale, et quand il vient se loger comme ça, il imite l'information qui doit passer. Et l'information que lui transmet, en bloquant votre information normale, l'information qu'il transmet donc donne une fausse alerte à l'organisme. Donc quand vous êtes déjà excité, soucieux, anxieux, et que lui vient bloquer le retour à la normale, qui va quand même vous permettre de vous équilibrer, de vous stabiliser, vous allez rester toujours sur l'excitation. Et donc, ça dépend aussi des produits que vous prenez. Comme je l'ai dit, tous les produits n'ont pas le même effet, n'ont pas le même rôle. Mais avant de... Oui, okay. Ça me permet de rebondir. En temps normal, ce sont pour la plupart des produits, quand on parle de produits psychotropes, ce sont pour la plupart des produits pharmaceutiques, pour la plupart en tout cas, si on met de côté la caféine et tout ce qu'on connaît. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que parfois ces produits sont souvent détournés de leurs usages? Parce que pour certains produits qui sont prescrits par des médecins, et on voit des gens qui en vendent dans la rue, et ce sont vers ces produits-là que retournent également les IM ou tous les usagers qu'on connaît. Est-ce que le fait de ne pas contrôler ces produits-là, la consommation de ces produits, on ne sait pas ce qu'on prend, on ne sait pas d'où ça vient, mais on les prend, est-ce que le fait de les prendre pas de manière contrôlée, est-ce que ça ne risque pas d'engendrer d'autres problèmes encore qu'on n'a pas encore évoqués? Exactement, vous avez trouvé le problème. En fait, les produits psychotropes ne sont pas en eux-mêmes un mal. C'est pas interdit, c'est pas prohibé.
en fait, c'est des produits pharmaceutiques, comme vous l'aviez dit, pour aider l'organisme quelque part. Quand vous allez à l'hôpital pour vous faire une chirurgie, vous avez besoin qu'on vous dope pour pouvoir ne pas sentir la douleur. Après une chirurgie, on a besoin de vous prescrire des comprimés qui vont vous permettre de supporter la douleur. Mais ça reste dans une dose et ça reste dans une période qu'il faut respecter. Parce que l'effet de dépendance de ces produits est fort. Est très fort, pardon, que ce produit vous rende dépendant parce que l'organisme aime ce qui est facile. Je ne souffre plus. Donc, comment faire pour perpétuer cette non-souffrance? L'homme facilement va vers cette facilité. Et donc, on vous permet d'éviter cela en vous mettant sur une prescription médicale. Maintenant, quand vous le prenez, vous-même, vous faites votre prescription. Vous ne mesurez pas la dose. Le Zemi ne mesure pas la dose. Le Tokwa ne mesure pas la dose. Et lui, c'est chaque fois qu'il en a besoin. Et comme il en a pris et il a atteint son objectif, j'ai envie de dire financier, il va encore prendre et il va vouloir dépasser. Et c'est là que l'effet de dépendance s'installe. Parce qu'il en a besoin encore et encore et il va dessus. Donc, il y a la question médicale qui nous aide quelque part, qui est un usage contrôlé, mais détourné de cet usage-là, l'individu en fait ce qu'il veut, malheureusement. Malheureusement, donc, il faut forcément l'avis d'un médecin avant de se procurer de ces produits-là. Obligatoirement, vous ne pouvez pas vous rendre à la pharmacie et dire « donnez-moi ci, donnez-moi ça ». Je n'ai pas envie de citer des noms ici, mais on va vous demander une ordonnance. Et souvent, sous certains produits, même si vous voyez le pharmacien, il va appeler le médecin pour savoir si il va contrôler lui aussi à son niveau avant de vous vendre. Parce que si quelque chose arrivait, c'est des produits assez dangereux. Parce que si quelque chose arrivait, on peut aller sur le fil et voir qui a été responsable jusqu'à la pharmacie. Et donc, c'est des produits assez dangereux. Mais malheureusement, ce n'est pas que les produits pharmaceutiques. Il y a aussi l'ingéniosité de ces consommateurs qui arrivent à se fabriquer eux-mêmes leurs propres produits. Et ils savent aussi d'où viennent les produits. Ça vient de certaines plantes. Et donc, facilement, quand on obtient ces plantes-là, on a vu des consommateurs qui ont tout un jardin de plantes, de produits dopants chez eux. Quel type de plantes, par exemple? Non, nous sommes devant une télé. Je n'ai pas envie de donner des idées à d'autres jeunes pour quand même perpétuer ce mal-là. Mais là, tout est question de dose. Oui. Tout est question de dose, tout est question de responsabilité. Alors, mais on parle des produits psychotropes, mais j'aimerais vous demander, est-ce que quand on essaye de voir un peu les boissons énergisantes, est-ce qu'on ne peut pas les regrouper également dans cette catégorie-là? Oui, et là encore, on revient à la dose. Plus vous allez dire, je vois l'effet de telle boisson, il y a des boissons, quand vous les prenez, vous ne dormez pas. Oui. Et vous les connaissez. Quand vous les prenez, et si vous mélangez deux comme ça, vous ne dormirez pas pendant 24 heures, 48 heures. Et quand un jeune découvre cela, c'est une boisson qu'on vend partout. Et on estime que la dose dedans est normale. Maintenant, normale pour qui? Et c'est là que le rôle du médecin est important, parce que il va te prescrire ta dose qui te correspond. Le même médecin peut nous prescrire le même produit, mais Quentin et moi, on n'aura pas les mêmes doses. Francis et moi, on n'aura pas les mêmes doses parce que, m'ayant analysé, il sait la dose qui me correspond, la dose qui vous correspond, la période que je peux utiliser. Et tout ça, je dis, ça dépend aussi de la responsabilité de l'individu. Parce qu'il faudrait quand même avoir un certain niveau de maturité pour savoir le produit va m'aider jusqu'à tel niveau. Parce que c'est ce que les jeunes ne savent pas souvent, c'est que les produits sont un peu comme une béquille pour venir aider l'organisme qui reprend les rênes de son fonctionnement. Donc, il y a peut-être un manque quelque part. On vous prescrit un produit pour vous aider à vous stabiliser et l'organisme reprend son fonctionnement normal. Mais on pense que ces produits, l'organisme en lui-même est assez autonome. Mais quand il est à un certain niveau de souffrance, il a besoin qu'on l'accompagne, qu'on le pousse pour l'aider à se stabiliser. Et ce n'est pas une raison pour dire « j'en ai besoin pour vivre ». Dites de façon plus simple, je dis souvent, les sportifs de haut niveau, quand ils se dopent, vous voyez que leur carrière prend un coup. Et ça devient un problème. À un moment donné, ils se fondent. Ils se fondent, ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils
ils mettent là-bas plus haut que l'organisme ne peut supporter. Mais quand ils suivent les prescriptions d'entraînement et tout le reste, l'organisme produit lui-même ses propres produits dopants dans la période qu'il lui faut. Parce que quand le produit dopant est là, il faut pouvoir le dépenser. Il faut pouvoir l'utiliser dans l'organisme. Donc c'est quand ça reste, les résidus de ce produit qui constituent maintenant des problèmes plus tard pour votre santé mentale. D'accord, vous l'avez dit, l'organisme aime ce qui est facile. Et on en voit souvent des gens qui peut-être a commencé à prendre un comprimé par jour et à un moment donné c'est devenu une addiction. Mais est-ce qu'à un moment donné, tel que vous l'avez dit, est-ce qu'on ne risque pas d'arriver à un point où l'organisme risque de s'éteindre littéralement, pour ne pas dire la chose de manière trop brute? Est-ce que pour une personne qui prend les produits dopants, est-ce qu'à un moment donné, un jour il n'aura pas une crise cardiaque qui va peut-être ou bien il risque de s'effondrer? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir ce genre de phénomène-là? Oui, ça arrive et ça arrive souvent. Et vous voyez souvent, il ne meurt que de ce produit-là. D'accord, mais quand c'est comme ça, comment est-ce qu'on peut faire face? Non, il faut faire tout de suite lorsque vous sentez que le besoin commence pas à augmenter. C'est-à-dire, avec un comprimé, j'arrivais à dormir. Je dis n'importe quoi. Avec un comprimé, j'arrivais à dormir. Je ne sentais plus la douleur de mon pied. Et voilà que, au bout de 2 semaines, le seul comprimé ne suffit plus. La douleur persiste. Il faut retourner vers votre médecin pour dire qu'est-ce qu'il se passe. Et le médecin va voir s'il faut augmenter ou s'il faut diminuer la dose. Et le médecin va voir s'il vous faut un psychologue pour vous accompagner ou c'est autre chose. Mais si vous-même vous décidez, comme je prenais 1 et ça n'allait pas, je vais passer à 2, là vous avez commencé par vous droguer. Et vous rentrez dans ce cercle vicieux de dépendance aux psychotropes qui ne va pas vous permettre de vous en sortir. Parce qu'aujourd'hui, hier c'était un trouble de comportement, mais aujourd'hui c'est devenu une maladie incurable. Donc quand vous rentrez dans la dépendance, rien ne garantit que vous allez sortir de là dans 5 ans, dans 10 ans. Mais vous avez parlé de la responsabilité. Mais je vous pose la question de savoir, est-ce que la responsabilité va uniquement dans le sens des médecins ou bien de ceux qui prennent, mais est-ce que ça ne va pas également dans ou bien ça ne touche pas également ceux qui accompagnent? Parce que vous l'avez dit, quand vous prenez un comprimé que ça vous suffit, ceux qui sont autour de vous voient que vous prenez un comprimé que vous arrivez à dormir, mais quand vous arrivez à prendre 2 ou 3, est-ce que c'est pas le moment d'inviter ceux qui sont dans l'entourage immédiat de la personne là? Est-ce que c'est pas le moment idéal de les inviter à faire attention à leurs proches? Non, ça dépend de dans quelle thérapie vous êtes. Et donc, oui, forcément, la responsabilité est partagée sur tous les plans. Si on a confié la surveillance des prises de médicaments à un membre de votre entourage et qui ne joue pas son rôle, et qui arrivé à la maison estime que vous êtes assez mature et vous confie les comprimés que vous en prenez comme vous voulez, vous êtes responsable autant que lui. Et donc, vous n'allez pas partir dire au médecin pourquoi tu as confié à l'autre et pourquoi l'autre n'a pas respecté. Maintenant, si c'est le médecin qui n'a pas joué correctement son rôle en vous prescrivant la dose qu'il faut, ça aussi, la responsabilité va être partagée. Donc, oui, l'entourage pourrait être interpellé dans une certaine mesure. On connaît un malade, on sait qu'il a une prescription. Est-ce qu'on lui a acheté les produits à temps? Est-ce qu'on a surveillé la durée de prise de ces produits? Voilà qu'on lui a acheté tout. On sait que l'ordonnance va faire 20 jours, mais après 5 jours, il vient nous dire j'ai encore besoin, j'ai fini mes cachets. Donc, il faut pouvoir prendre ses responsabilités sur ces plans-là aussi. Maintenant, chez vous, est-ce que vous recevez des gens, ces gens de cas? Des gens qui viennent et qui disent, par eux-mêmes, parce que déjà, c'est pas si facile pour certaines personnes, j'imagine, de venir dire que, bon, voilà, j'ai pris un produit, et puis, au cours ou alors en circulation, je me suis retrouvé à trop conduire. Je vous donne un exemple. Il y a cela 3 mois, 2-3 mois, j'avais pris un tricycle parce que j'estimais que c'était plus rassurant, plus sécurisé. Et je me retrouve à un moment donné à voir le conducteur qui file, il va à vive allure. Et parfois, il s'arrête très très brusquement, mais pourtant, il n'y a rien devant lui. Je me demande, est-ce qu'il dormait ou je n'ai vraiment pas compris ce schéma-là. Du coup, depuis un moment, je me pose des questions. Mais ce cas-là précis, est-ce qu'on pourrait dire que c'est parce que ce conducteur-là a pris peut-être certains produits qui l'aident, parce qu'il sonnait déjà 22h, 23h environ? Bon, peut-être, comme vous le dites, ce sont des suppositions. Peut-être qu'il est fatigué de sa journée et peut-être qu'il est en train de somnoler comme ça
au guidon sans que vous ne le sachiez, ou peut-être qu'il vient à peine de se doper ou qu'il s'est dopé et l'effet a commencé. C'est que des peut-être, mais il faut tout simplement dire, il fallait l'interpeller et lui dire, monsieur, soyez plus vigilant et voyez, parce que autant ça vient en danger, la vôtre aussi est en danger. Alors, et donc il faut prendre ses responsabilités en ce moment-là. Et oui, des gens viennent consulter, souvent pas pour régler, pour stabiliser leur, comment on appelle, leur dépendance, ou pour demander de l'aide pour être accompagnés sur leur dépendance, mais plutôt pour voir s'il n'y a pas d'autres produits qui vont être plus efficaces que ce qu'ils sont en train de prendre actuellement. Malheureusement, le plus gros frein dans la dépendance, c'est que l'individu est convaincu qu'il n'est pas encore malade. Là, c'est très grave. Il est convaincu qu'il n'est pas encore malade. Donc, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, il faudrait que il veut vous convaincre qu'il lui faut de l'aide et qu'il maîtrise la situation. Et là encore, l'autre frein qui l'accompagne, c'est que tant que l'individu ne vous donne pas son accord, tant qu'il ne rentre pas dans la thérapie, vous ne pouvez pas l'accompagner. Et c'est ça les freins de la dépendance. Et donc, oui, ils vont venir très rarement consulter pour cela. Encore que j'en ai déjà vu. Des jeunes qui se sont levés de chez eux, qui sont venus se faire hospitaliser parce que je n'en peux plus, je n'arrive plus à être moi-même et ce produit-là me fait trop dépenser d'énergie, etc., etc. Ceux-là, quand ils viennent comme ça, je ne dis pas c'est facile, mais on arrive à les accompagner. Il y en a aussi, la loi nous donne la possibilité, quand vous voyez que c'est votre frère, c'est votre cousin, c'est votre oncle, c'est votre père qui est dépendant, vous avez la possibilité de le faire hospitaliser contre son avis. Maintenant, quand il va arriver en hospitalisation, il faudrait qu'on travaille avec lui pour avoir son accord avant de commencer le traitement. C'est là que ça peut durer un peu. Donc, oui, certaines personnes viennent. Peut-être certaines vont venir, vu les enjeux, vu les avertissements, vu qu'il est en train de perdre son poste. Il y a tellement de choses en jeu. Peut-être c'est sa femme qui le menace, peut-être c'est le mari qui est en train de menacer. C'est des choses qu'on a déjà vues, qu'on a vécues, mais toujours est-il que lorsque vous vous embarquez dans ce cercle vicieux de la dépendance, en sortir est très difficile. Alors, comment reconnaître une personne d'avoir une personne qui est sous l'effet d'un produit psychotrope, et ensuite comment reconnaître une personne qui dépend de ces produits-là? Parce que vous l'avez si bien dit, une personne qui dépend ou bien qui est sous l'addiction ne reconnaît même pas qu'elle est sous l'addiction. Comment est-ce qu'on peut reconnaître ces personnes-là? Bon, pour quelqu'un qui est dépendant d'un produit ou qui se laisse totalement conduire par sa consommation, vous allez voir que toute son économie, tout son comportement ne va que vers là. Tout ce qu'il mobilise, il va l'investir dans l'achat de ce produit. Il faudrait qu'il ait à disponibilité ce produit à tout moment. Il est prêt à être violent pour obtenir son produit. Et donc son comportement n'est orienté que vers le produit ou guidé que par le produit. Maintenant, quelqu'un qui a consommé ou qui est sous l'effet, il faut dire tout simplement que son comportement change. Si vous aviez le temps de le connaître, vous saurez qu'il fait quelque chose d'un peu bizarre aujourd'hui. Il est un peu trop chaleureux, il est un peu trop timide, il rit un peu trop, il est un peu trop nonchalant lui. Non, mais pourquoi il sue comme ça? Et là, il dégage de l'énergie extraordinaire, etc., etc. Il y a de petites choses dans le comportement au quotidien qui vous alertent tout de suite. Et n'hésitez pas à lui poser directement la question. Quand vous commencez par contourner, il va contourner avec vous parce qu'ils ont la malice, ils ont l'intelligence de pouvoir duper. Malheureusement. Alors, André Alihonou, vous êtes psychologue clinicien. Je rappelle, nous sommes à la fin de cette émission. On aura quand même le temps de parler un peu du Cercle international d'action pour le développement intégré, dont vous êtes le directeur exécutif. Voilà. Dans nos prochains numéros, bien évidemment. Francis Fahami, merci d'avoir conduit cette émission avec moi. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour Sur la route de ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.